Bienvenue sur le subreddit Malicious Compliance. Dans l'épisode d'aujourd'hui, le patron d'Opi menace de le virer s'il ne bosse pas gratos. L'histoire suivante est postée par Alcifer1. C'est donc quelque chose qui n'est pas si rare dans la restauration, mais j'ai pensé le partager. Je travaillais comme barman dans un hôtel dont j'aimais faire partie. J'ai toujours eu un grand intérêt pour la préparation de cocktails, alors quand j'ai décroché ce poste, j'étais aux anges. En plus de cela, le taux de rémunération était très bon et on m'a dit que, même si les heures supplémentaires n'étaient pas majorées, au moins elles étaient payées. Ce n'est pas mal du tout pour un emploi à temps plein dans la restauration, car normalement, on reçoit un salaire et on est massivement surchargé de travail sans recevoir d'argent supplémentaire pour les heures de dingue que l'on fait. C'est ainsi qu'entre en scène un nouveau directeur général et un conseiller d'entreprise. Ils ont été recrutés pour essayer de faire économiser de l'argent au bar-restaurant qui ne fait aucun profit. Il y a une raison évidente pour laquelle le restaurant ne fait pas d'argent. Le bar, lui, a fait 3 fois le bénéfice escompté. Et c'est la suivante. Employer une équipe de 50 personnes par jour, tous les jours, c'est un énorme manque à gagner lorsque tes revenus ne compensent pas. Avoir trop de managers avec des salaires élevés est plus que stupide. Employer 3 personnes incompétentes pour faire le travail d'une personne compétente équivaut à se tirer une balle dans le pied. Ainsi, le bar fonctionne avec une équipe de 12 personnes sur la semaine, alors que le restaurant fonctionne avec une équipe de 30 personnes par jour. Nous avons en moyenne un maximum de 3 barman et un employé de bar qui travaillent pendant une période pleine, et peut-être 2 barman pendant une période creuse. Le bar est ouvert jusqu'à minuit tous les jours et ouvre à 6 h du matin. Il a donc de longues heures d'ouverture. Les heures de début et de fin de journée du personnel sont décalées afin d'utiliser au mieux les heures de travail du personnel là où il y en a besoin. Le directeur général et le conseiller d'entreprise décident qu'ils doivent réduire toutes les heures supplémentaires. Une décision sensée. Mais ils décident de commencer à faire des réductions au mauvais endroit. Les barman d'abord. Une réunion est convoquée et tous les barman y assistent. On nous explique que nous recevrons moins d'heures supplémentaires et que nous devrons donc nous attendre à faire moins de services. Plus de temps à la maison, c'est tout bon pour le moment. Ce qu'ils ont oublié de nous dire, c'est qu'ils allaient retirer des gens des créneaux horaires avec le plus de clients, comme ce sont ces créneaux qui ont les heures de fermeture les plus tardives et donc qui génèrent le plus d'heures supplémentaires. Nous nous retrouvons donc en manque de personnel, nous recevons des plaintes concernant la lenteur du service et le personnel commence à s'agacer et à chercher du travail ailleurs. Nous avons fini par augmenter nos heures supplémentaires car nous devions travailler plus tard que prévu parce que nous avions moins de personnel que nécessaire pour fermer rapidement. 2 mois plus tard, le personnel restant commence à marmonner des choses à propos de leur salaire qui est bien inférieur à celui d'habitude. Nous nous sommes donc réunis et avons commencé à calculer combien nous avions perdu et combien nous étions payés. Il s'avère que personne n'a été payé pour une seule heure de plus que le minimum prévu par son contrat. Pour certains, ce n'est peut-être pas grand-chose, mais pour nous, cela représente entre 40 et 80 heures supplémentaires par mois. J'ai parlé au nouveau directeur général lors d'une réunion à laquelle le conseiller d'entreprise a déclaré qu'il devait assister. La conversation s'est déroulée comme suit. J'ai appris, ainsi que de nombreux membres du personnel, que nous ne sommes plus payés pour les heures que nous travaillons. Y a-t-il une erreur dans les paies ou c'est autre chose qui se passe? Les fiches de paie ne reflètent pas ce que nous travaillons. Eh bien, nous avons dû réduire les coûts, comme nous l'avons dit il y a plusieurs semaines. Du coup, vous ne faites plus autant d'heures supplémentaires, donc votre salaire a baissé. Bon, je suis pointilleux sur le comptage de mes heures travaillées. Je prends des photos, vidéos, lorsque je pointe chaque jour. J'entre ensuite mes heures dans un tableur, comme ça, je sais combien je dois toucher à la fin du mois. Je sors mon ordinateur portable, je le branche à un projecteur, et je passe en revue chaque cellule en expliquant comment elle fonctionne. À la grande surprise du directeur général et du conseiller d'entreprise. Je sors ensuite mes heures de travail des 2 derniers mois. Je les compare à mes nouvelles fiches de paie et je fais tourner un diaporama sur l'autre moitié de l'écran avec des photos de mes heures d'arrivée et de départ. Avec tout cela contre eux, ils décident de faire l'autruche et de cacher l'affaire sous le proverbial tapis. Leur idée est que, s'ils l'ignorent, je vais laisser tomber et trouver du travail ailleurs comme les autres. Cependant, après 2 semaines supplémentaires sans réponse, mon équipe et moi avons conclu un accord à toute épreuve entre nous. Si nous ne sommes pas payés plus que nos heures minimales, nous ne travaillerons pas une seule minute de plus. Arrive un week-end chargé, juste après le jour de paie. Personne n'a été payé pour ces heures supplémentaires, alors le plan entre en vigueur.
Nous surveillons tous l'heure, et, l'un après l'autre, nous commençons immédiatement à abandonner ce que nous faisions, à nous excuser auprès des clients et à partir. Il faut 1 heure avant que le directeur général ne comprenne ce qui se passe, et il ne reste plus que 2 personnes pour travailler dans un bar très fréquenté. Le directeur m'aborde. « Où sont les autres? Pourquoi sont-ils partis? Que se passe-t-il » Eh bien, nous ne sommes pas payés pour travailler plus que notre minimum, alors pourquoi devrions-nous continuer à travailler au-delà des heures payées? Les autres sont rentrés chez eux parce qu'ils savent qu'ils ne seront pas payés au-delà de 7 heures. « C'est ridicule, vous ne pouvez pas partir et laisser cet endroit comme ça !» En fait, je pense que vous verrez que nous pouvons le faire et que nous le ferons. Le bar était très fréquenté et le fait de n'avoir que moi et un autre employé à ce moment-là signifiait que nous perdions de l'argent, à cause du manque de service, de la lenteur du service et des excuses que nous devions présenter pour le mauvais service en général. Très vite, ces pertes se sont chiffrées en milliers d'euros. Je pense que vous devriez savoir que mon service se termine dans les 15 prochaines minutes et que l'autre barman partira dans les 30 prochaines minutes. Il était 20h30 et c'était un vendredi soir. Pour une raison ou une autre, le directeur général m'a ignoré et s'est précipité dans le restaurant. 15 minutes plus tard, je suis parti. 15 minutes plus tard, mon collègue est parti. Quelques minutes plus tard, tout le bar a fermé. Nous nous sommes retrouvés dans un autre lieu, téléphone éteint, pour boire un verre et rire de ce qui s'était passé. La semaine suivante, nous avons été convoqués à une réunion avec les RH et la direction pour discuter de notre comportement. Je leur ai expliqué la situation, en leur disant qu'à moins qu'on nous paie nos heures supplémentaires pour les 2 derniers mois et tous les mois suivants, cela se produirait tous les week-ends et qu'il n'y avait littéralement rien qu'ils puissent faire. C'est tout à fait légal, si tu n'es pas payé, tu n'as pas à travailler. Ils ont menacé de licencier immédiatement toute l'équipe si nous ne changions pas d'attitude. Nous avons promptement croisé les bras en les défiant, alors qu'un membre de l'équipe disait calmement, mais fermement « Faites-le, amusez-vous à gérer le bar sans personnel ». Nous avons tous été priés de quitter les lieux sur le champ. Dans les mois qui ont suivi, nous avons tous appris que l'endroit ne s'était jamais rétabli, car nous avions envoyé des messages sur un groupe local de barmen indiquant que quiconque travaillerait là ne serait pas traité correctement et ne recevrait pas un salaire correct. Il est passé d'un bar à cocktail haut de gamme à un bar standard de type pub, puis a finalement fermé pour rénovation. L'hôtel a finalement été racheté par une entreprise internationale et a subi d'importantes rénovations. Nous avons tous trouvé un emploi assez rapidement après être partis, mais nous n'avons malheureusement jamais vu les 2 mois d'heures supplémentaires non payés. C'est rigolo que les gens embauchés pour redresser l'entreprise se soient attaqués à la partie de l'entreprise qui faisait de l'argent pour essayer d'en économiser, plutôt que de s'attaquer à la partie qui n'en faisait pas pour voir où était le problème. Et je pense qu'on est tous d'accord avec Opi, pourquoi travailler si t'es pas payé pour ça? Avant de passer à la suite, pensez à laisser un like pour soutenir la chaîne. L'histoire suivante est postée par Russell. C'est une histoire qui se passe aux États-Unis et là-bas ils ont des gated community, donc des communautés fermées, où les propriétaires peuvent se rassembler en association et décider d'un règlement qui est valable pour toute la communauté. Et ça leur permet d'imposer des amendes, etc. pour faire respecter les règles qui ont été votées. L'AP, association de propriétaires, n'aime pas ma voiture projet, alors j'ai décidé de la garer en toute légalité devant la grande entrée du quartier. Pour le contexte, ma famille et moi avons récemment emménagé dans une maison de location, pendant que notre nouvelle maison est en cours de construction. La location se trouve à l'arrière d'une communauté fermée, dans une rue en grande partie non développée. Hier, j'ai reçu une lettre de l'AP m'informant que je ne respectais pas la restriction strictement appliquée par enlèvement, stipulant que les véhicules ne peuvent pas être garés dans la rue pendant la nuit. Dans la lettre, il y avait une photo de ma voiture projet, une vieille BMW, garée dans la rue à côté de notre maison. J'ai décidé de consulter les restrictions de l'AP, que je n'avais jamais vues auparavant puisque je suis locataire, et j'ai découvert que je vivais l'enfer de l'AP. La règle de stationnement dans la rue n'est que le début d'une longue liste de restrictions, dont une qui justifie une forte amende pour avoir laissé la porte du garage ouverte lorsqu'elle n'est pas utilisée. Cela m'a beaucoup surpris, car plusieurs de mes voisins ont garé leur voiture dans la rue sans problème depuis que j'habite ici, alors j'ai supposé que c'était normal. Je ne peux qu'imaginer qu'ils m'ont montré du doigt parce que ma voiture a 30 ans, mais pour ma défense, elle est très présentable et n'est en aucun cas un tas de ferraille. Le fait d'être pointé du doigt m'a incroyablement frustré, au point que j'ai commencé à faire des recherches juridiques.
Il s'avère que mon AP a tout à fait le droit de faire enlever ma voiture projet, puisqu'elle est garée dans une rue privée du quartier. La bonne nouvelle pour moi, c'est que la rue qui se trouve juste à l'extérieur du quartier est publique, et qu'il est tout à fait légal de s'y garer pour n'importe quelle durée. Malheureusement pour l'AP, la partie de la rue publique la plus proche de ma maison de location se trouve juste devant leur beau portail d'entrée. Ironiquement, ma vieille BMW fait maintenant partie de leur image, et ils ne peuvent rien y faire jusqu'à ce que je déménage dans quelques mois. La première histoire est postée par LR. Je travaille dans une animalerie familiale, et il n'y a que le propriétaire, mari et femme dans la cinquantaine, et moi, une femme de 22 ans. Mon patron est un homme explosif, et quand il est très stressé, il perd la boule pour de petites choses. Alors il est entré un matin, à 9h en criant « Ça suffit le téléphone, maintenant je l'interdis, laisse-le dans ton van. Ne t'inquiète pas pour la page Facebook de l'entreprise, je m'en occupe. » Ok, pas de problème. Je me suis empressé d'aller le mettre dans mon van. Je ne pensais pas que ça allait durer longtemps. J'ai supposé quelques jours. 9h20, je nourris tous les oiseaux, les hamsters, les lapins, les cochons d'Inde, etc. Et nous leur donnons des fruits et des légumes frais. J'avais apporté des fruits, achetés moi-même, et il en avait aussi apporté, certains de ces fruits et légumes que je n'avais jamais donnés aux animaux auparavant. Beaucoup d'animaux ont des régimes spécifiques et des choses qu'ils ne peuvent pas manger. Alors, chaque fois que nous avons un nouvel aliment, je cherche sur Google quels animaux peuvent le manger. J'ai demandé à mon patron, est-ce que tous les animaux peuvent manger des asperges ? Peuvent-ils manger des cerises ? Ses réponses étaient « probablement » ou « je ne sais pas ». Alors je lui ai demandé s'il pouvait chercher. J'ai poursuivi avec « les cacarikis peuvent-ils manger des asperges ? Les finches gouldiennes peuvent-elles manger des asperges ? Les hamsters peuvent-ils manger des asperges ? Les perruches peuvent-elles manger des asperges ? Les conures peuvent-elles manger des asperges ? Et ainsi de suite, à travers la cinquantaine de types et de races d'animaux du magasin. Puis la même chose avec les cerises. Nous avons plus ou moins réussi à le faire, mais cela lui a fait perdre son temps et le mien, alors que j'aurais pu faire tout cela très vite moi-même, comme je le fais d'habitude. 9h45, de nouveaux articles sont arrivés, qu'il avait achetés en lot sur eBay, donc pas de prix. Oh, tu peux regarder ces articles et voir à quel prix ils se vendent ? On fait ça tout le temps. Bien sûr, je peux utiliser ton téléphone. D'accord, ça va chercher ton hutin de téléphone. Cela a duré 46 minutes. L'histoire suivante est postée par Throwaway QWD 876. Il y a quelques années, j'ai travaillé dans un bureau avec des règles assez étranges et herdiques. L'une d'entre elles stipulait que nous pouvions demander des congés pour n'importe quel motif, mais que la direction avait besoin d'un résumé détaillé de la raison avant d'approuver la demande. Il est donc arrivé à plusieurs reprises que des collègues fassent une demande de congé pour des choses comme des funérailles ou un anniversaire et qu'on leur dise « La date limite du projet en cours est plus importante que l'anniversaire de ta nièce » ou « As-tu vraiment besoin d'assister à l'enterrement de la cousine de ta mère ? Ça n'a pas l'air pressant. » C'était un système vraiment toxique, qui a entraîné un certain nombre de démissions de la part des collègues, qui en avaient assez d'être pris en otage par les congés. De plus, le chef de service et le responsable des ressources humaines devaient tous deux approuver la demande de congé, ce qui a donné lieu à des situations frustrantes où l'un approuvait, mais l'autre non. Le fait que le responsable des ressources humaines soit un honnard n'a pas aidé. Le seul moment où tu pouvais espérer être approuvé, c'était pour les dates de procès et les rendez-vous médicaux importants. Mais tu devais toujours fournir des détails, même s'il s'agissait d'une situation médicale ou juridique très personnelle. Cela ne me semble pas légal, mais malheureusement, ce n'est pas la première fois que je rencontre ce genre de situation en travaillant au Texas. Encore un peu de contexte. Mon chef de service était aussi un abruti. Sans entrer dans les détails, c'était un paresseux qui aimait harceler les femmes, comme moi. Appelons-le Jerk et le responsable des ressources humaines, Dick. Tout le monde les détestait. Passons à la malicious compliance. J'avais un rendez-vous important avec mon psychiatre. Mes médicaments pour l'anxiété et le syndrome de stress post-traumatique ne faisaient plus affaire, et j'étais dans une mauvaise passe sur le plan mental. J'avais besoin d'un ajustement de mes médicaments, alors j'ai pris le premier rendez-vous disponible. Le travail allait devoir s'accommoder de quelques heures sans moi. J'ai soumis ma demande de congé à Jerk et à Dick pour approbation. Étant donné le caractère intensément personnel du rendez-vous, j'ai laissé peu de détails. La demande a été rejetée. Jerk et Dick ont tous deux déclaré dans un mail que je devais donner des détails sur mon rendez-vous, conformément à la politique de l'entreprise. Jerk a eu le culot de me convoquer dans son bureau et de me réprimander pour ma demande de congé, inacceptablement laconique. « Tu connais les règles, pourquoi tu me fais perdre mon temps avec une demande aussi brève ? Tu sais que je ne peux pas l'approuver, etc. »
J'étais furieuse. Mais alors que je bouillonnais dans mon bureau, je me suis rendu compte que je pouvais me venger de l'abruti et de l'imbécile, simplement en me conformant à leurs propres règles. J'ai élaboré un plan. J'ai envoyé un mail à Dick et j'y ai ajouté Jerk. Toujours couvrir vos arrières, les gars. Les traces écrites, c'est utile. J'ai dit, êtes-vous sûr d'avoir besoin des détails de mon rendez-vous? Êtes-vous positif? C'est vraiment personnel. Dick et Jerk ont tous deux répondu que oui, nous avons besoin des détails pour tes congés. Tu connais les règles. J'ai répondu que c'était très privé. Êtes-vous sûr que j'ai besoin d'en parler? Nous avons envoyé quelques mails dans les deux sens, jusqu'à ce que je sois sûr d'avoir une trace écrite solide. Puis j'ai décidé que s'ils avaient vraiment besoin de mes renseignements médicaux, ce que je considère toujours comme illégal, mais peu importe, alors je suppose que je ferais mieux de les leur donner. J'ai soumis une nouvelle demande de congé, avec toutes les informations pertinentes. J'ai indiqué que j'allais voir mon psychiatre pour un rendez-vous urgent. J'avais besoin d'être vu le plus tôt possible, parce que je pensais à me faire du mal. Parce que je souffre d'un syndrome de stress post-traumatique après avoir été câliné passionnément contre ma volonté dans une famille d'accueil. J'ai ajouté quelques détails sur ce que mon père adoptif m'avait fait subir, sur la façon dont je m'étais habitué et avais consommé des drogues pour faire face à la situation, et sur le fait que j'avais été hospitalisé à l'adolescence pour avoir essayé de mettre fin à mes jours. J'ai également fait une capture d'écran et envoyé un mail à quelques personnes haut placées, en disant que ma demande précédente était insuffisante et que je voulais m'assurer de bien faire les choses cette fois-ci. Je l'ai envoyé. Cette fois-ci, il n'y a pas eu de mail hargneux. Il n'y a eu que le mot « approuvé » qui est apparu en vert sur ma demande dans le système. 4 minutes environ après que je l'ai envoyé. J'ai béatement poursuivi ma journée, heureuse d'avoir mon congé. Curieusement, ni Jerk ni Dick ne sont sortis de leur bureau. Les conséquences. Lorsque je me suis présenté au travail à 8h le lendemain, j'ai été immédiatement convoqué dans le bureau du vice-président. L'un des cadres supérieurs et une femme que j'ai reconnue du service juridique étaient également présents. Le vice-président m'a poliment demandé de m'asseoir et d'expliquer gentiment le mail grotesque que j'avais envoyé hier. C'était un monsieur plus âgé, poli mais plutôt déconnecté. J'ai donc été clair, j'avais besoin d'un congé pour un rendez-vous très personnel chez le médecin, et ma demande précédente avait été refusée par Jerk et Dick parce qu'elle était trop brève, et Jerk m'a même appelé dans son bureau pour se plaindre que je lui faisais perdre son temps. Je ne voulais pas que ma demande soit à nouveau rejetée. Alors, j'ai veillé à ce qu'elle soit aussi détaillée que possible. Je l'ai également transmise à la direction pour qu'elle vérifie que le niveau de détail était conforme aux directives de l'entreprise. Et oui, je souffre de syndrome de stress post-traumatique. Tout est vrai, et ils peuvent se référer à mon dossier ADA aux ressources humaines pour plus d'informations. Le vice-président m'a posé quelques autres questions brèves. Il s'est ensuite excusé pour le dérangement et m'a dit qu'on me créditerait un peu plus de congés pour ma peine, et que l'entreprise allait revoir son approche du processus d'approbation des congés. On m'a ensuite renvoyé à mon bureau. J'ai reçu des excuses écrites de Jerk et Dick le matin même, remises en main propre par un Jerk plutôt tendu et pétrifié. Je pense que c'est le service juridique qui l'a poussé à le faire. Jerk et Dick ont fait tout leur possible pour m'éviter le reste du temps que j'ai passé dans l'entreprise, ce qui a été une bénédiction. Les rares fois où nous avons été obligés d'interagir, ils parlaient très vite et semblaient désespérés de mettre fin à la conversation. Je suppose que ma demande de congé était un peu trop intense pour eux. Quoi qu'il en soit, c'était la fin des abus de pouvoir de Jerk, du moins avec moi. Ce même matin, nous avons reçu un mail de l'ensemble de l'entreprise marqué comme important. Il y avait un changement dans la politique des congés payés. Les demandes relatives aux raisons médicales et autres raisons sensibles ne nécessitaient plus d'explications détaillées, et ce, dès maintenant. Une de mes amies des ressources humaines m'a montré un mail interne de Dick à tout le personnel des RH. Chaque demande de congé émanant de moi personnellement devait être approuvée immédiatement et sans poser de questions. J'ai testé cela plus tard cet été-là en demandant un jour de congé pour regarder Netflix. C'est précisément ce que j'ai indiqué dans le champ de la demande. J'ai l'intention de démissionner bientôt, alors j'étais d'humeur désinvolte. La demande a été approuvée immédiatement. Je pense qu'ils m'avaient marqué dans leur système. À vrai dire, j'aurais probablement pu prendre un mois entier de congé et être payé pour cela, mais je n'ai pas poussé ma chance. J'ai quitté l'entreprise pour un emploi beaucoup plus tolérable, moins toxique et mieux rémunéré, environ 6 mois plus tard. Et oui, mon rendez-vous s'est bien passé, et je vais mieux maintenant. J'ai commencé à participer à un groupe de soutien aux victimes de traumatisme.
J'ai rencontré mon conjoint et j'ai même pu réduire la dose de l'un de mes médicaments. Smiley sourire. Une petite histoire qui se termine bien, n'empêche que les patrons, encore une fois, sont un peu stupides. L'histoire suivante est postée par Eric Estrada Slada. Je suis contractuel dans une grande banque à New York. Je n'ai pas d'avantages sociaux, mais je suis payé à l'heure. J'aime bien les gens pour qui je travaille, et même si je me rends compte que je suis bien payé, j'essaie de faire en sorte qu'ils en aient pour leur argent. Vendredi dernier, début du week-end de 3 jours, l'un des directeurs, le mien est en vacances, m'a dit qu'une de mes applications fonctionnait mal en production, et qu'il fallait absolument la réparer pronto. Cette application a été testée à un degré de fou. Alors la première chose que j'ai faite a été d'appeler l'administrateur du serveur et de lui demander ce qui était différent entre nos systèmes de test et de production. Après un peu d'insistance, j'ai compris que le système de production se compose d'un groupe de 2 serveurs, alors que le serveur de test est tout seul. En partant du principe que les données ne sont pas transférées entre les 2 serveurs assez rapidement pour que la page web suivante soit affichée, je suggère de vérifier le sticky bit. L'administratrice, qui est une amie, me dit qu'elle ne peut pas faire ce changement sans l'accord du directeur de son service, une sorte de monsieur je sais tout. Très bien, je dis à mon directeur remplaçant ce que je pense être le problème, pensant qu'il me soutiendrait. Et au lieu de cela, il me dit de « rester aussi longtemps qu'il le faudra, y compris en renonçant à mon week-end pour m'assurer que ça fonctionne ». Et il me dit que je devrais m'arranger avec l'administrateur du groupe de serveurs. Pour faire court, ce type a commencé à rendre ma vie et celle de ses 2 employés misérables pendant tout le week-end. Je continue à suggérer le sticky bit et il continue de me dire « ce n'est pas possible que ce soit ça » et suggère une stratégie stupide après l'autre. Je continue à dire à mon directeur remplaçant ce qui se passe. Il continue à me dire de me débrouiller et de rester aussi longtemps qu'il le faudra. Finalement, tard le jour férié, mon amie administratrice me dit « je vais juste essayer ton idée sans lui en parler ». Ça règle le problème, en moins de 2 minutes d'effort. Lorsque mon directeur est rentré de vacances la semaine dernière, il m'a appelé dans son bureau. Il venait de recevoir la facture de l'entreprise pour laquelle je bosse. Il avait l'air furieux. J'avais facturé 3 journées supplémentaires de 8 heures. Lui, j'ai juste une question, où as-tu dormi ? Sur le canapé, dans la salle d'attente ? Ok, merci. Plus tôt dans la journée, mon directeur est venu avec une enveloppe et en me l'attendant, il m'a dit « Je te dirais bien de remercier le directeur remplaçant et l'administrateur du groupe de serveurs pour ça. Mais comme c'est sorti de leur budget, il vaudrait peut-être mieux ne pas le faire. Ne dépense pas tout au même endroit. » Le chèque correspondait à mon salaire normal, plus près de 18 000 $. Mon directeur a puisé dans leur budget pour les heures sup, entre la fin de la journée du vendredi et l'ouverture de la journée du mardi. Quand je lui ai dit plus tard que ça me mettait mal à l'aise, il m'a répondu « Tu ne devrais pas, tu leur as donné une leçon très précieuse concernant le fonctionnement des serveurs et de gestion d'entreprise qu'ils ont manifestement manqué. » Ai-je mentionné que mon patron était lui-même un programmeur ? Eh bah Opi, déjà t'as un patron à toi qui est très sympa, qui, pour une fois, parmi toutes les histoires que je lis, a un patron qui te soutient. Et les patrons pour lesquels t'as bossé, ils sont vraiment stupides. Ils embauchent quelqu'un pour régler un problème, cette personne propose une solution, et tu veux même pas essayer la solution. Alors que, comme tu l'as dit, t'as réglé le problème en 2 minutes. Donc même si ça avait pas été ça la solution, ça aurait pris 2 minutes de l'essayer, visiblement. Et puis, 18 000 $ pour 24 heures de travail, même si t'es payé 1 fois et demie parce que c'est les heures sup, du coup ça veut dire 12 000 $ pour 24 heures de travail quand c'est pas des heures sup, donc 12 000 divisé par 24, ça nous donne 500 $. Ça va, 500 $ de l'heure. Le salaire, tu te mets bien, Opi. Vraiment, tu te mets bien. Bien joué. Avant de passer à la suite, pensez à laisser un like. L'histoire suivante est postée par Rotom Rumba. Cela s'est passé lors de ma première année d'université, il y a environ 20 ans. Mon université venait d'investir dans un nouveau grand réfectoire et, pour aider à payer cet investissement, demandait à tous les nouveaux étudiants d'acheter un plan repas de 150 repas par semestre pour les 2 semestres. C'était un lourd fardeau financier pour une famille du bas de la classe moyenne. Mais mes parents ont mis leurs fonds en commun pour m'aider et faire en sorte que j'y parvienne. Peu après mon premier semestre, j'ai appris par des amis que les repas que tu n'utilisais pas n'étaient pas reportés au semestre suivant. Comme je vivais hors du campus, je savais que je ne pouvais pas tous les utiliser. À l'approche du mois de novembre, je me suis rendu compte qu'il me restait entre 60 et 75 repas, et je me suis beaucoup plaint auprès de ma famille et de mes amis parce que cela me semblait être du gâchis. C'est là qu'intervient le plan. Ma première année d'université était aussi la dernière année de mon cousin,
et nous nous fréquentions assez souvent. Il était du genre gros farceur comme vous n'en avez jamais vu. Un soir, alors que nous étions en train de boire, il m'a dit « Et si tu amenais un tas de sans-abri pour utiliser tes repas ? À quel point ça énerverait ces hâtards d'égocentriques !» Nous avons ri toute la nuit, mais plus je réfléchissais à cette idée, plus je commençais à vraiment l'aimer. Nous en avons parlé tout le week-end et avons élaboré un plan. Le lundi matin, nous sommes allés à l'Armée du Salut du coin. Nous avons dit à la dame de l'accueil que j'aimerais nourrir les gens dans le besoin avec mon plan de repas. Elle a d'abord hésité, mais elle a dit qu'elle travaillait avec des gens pour qui ce serait une grande bénédiction, surtout pendant la période des fêtes. Elle m'a aidé à organiser 2 jours la semaine suivante où une trentaine de personnes me rejoindraient pour manger au réfectoire. Je portais un certain chapeau pour qu'ils puissent me trouver et nous allions manger. Le jour est enfin arrivé et toutes sortes de personnes étaient là. Il y avait des sans-abri avec des vêtements en lambeaux, il y avait des familles avec des enfants qui semblaient ravis de manger au restaurant. Il y avait même une famille dont je me souviendrai toujours, qui semblait gênée de prendre une aumône. Mais j'ai fait l'effort de parler à tout le monde et de leur faire sentir qu'ils étaient les bienvenus. À midi, nous nous sommes rendus dans le réfectoire. Je me suis approché de la dame à l'entrée et j'ai dit « Ces gens sont avec moi, ce sont mes amis, j'aimerais les faire entrer. » Elle a eu l'air confuse, mais a dit à contre-cœur qu'elle était d'accord. Dire que nous avons eu toutes les réactions humainement possibles serait un euphémisme. Il y avait des membres du personnel qui étaient manifestement agacés par l'afflux de convives. Il y avait des élèves qui riaient, d'autres m'applaudissaient silencieusement. Il y avait des professeurs snobs qui semblaient dégoûtés par le type de personnes qui venaient au réfectoire. Je m'en moquais complètement. Finalement, un membre du personnel de direction s'est approché et a dit qu'il savait ce que je faisais et qu'il n'aimait pas ça. J'ai répondu « Ce sont mes amis qui mangent avec moi, j'ai payé pour ces repas. Est-ce que je fais quelque chose de mal ?» Elle était perplexe. Le lendemain, la même situation s'est produite avec les mêmes réactions. Il semblait que j'avais provoqué un certain émoi sur le campus, et il se trouve que la présidente de l'université y mangeait ce jour-là. Elle est venue me voir et m'a dit que même si elle me demandait de ne pas dire à mes amis de faire la même chose avec leurs repas, car le personnel ne pouvait pas gérer l'afflux de convives, elle était fière que ses étudiants aient le cœur de faire quelque chose pour les autres comme ça. Le semestre suivant, j'ai fait exactement la même chose. J'ai même utilisé mes repas avec parcimonie pour pouvoir amener plus de monde. Le souvenir qui me restera toujours en tête est celui de la famille avec les petits-enfants si excités d'aller au bar à pizza et à la machine à glace à l'italienne, en gloussant tout le temps. Encore aujourd'hui, c'est un des moments dont je suis le plus fier. Avec mes amis et ma famille, nous rions encore avec cette histoire et des réactions hargneuses et furieuses que j'ai reçues. Eh bah, bien joué Hopi. Plutôt que de simplement perdre tes repas, t'as aidé des gens avec. Magnifique. L'histoire suivante est postée par Knockner58. Il y a quelques années, j'ai travaillé dans une équipe de relève sur une plateforme de forage. La plateforme fonctionnait 24 heures sur 24, avec 3 équipes. Les équipes travaillaient 6 jours et avaient 2 jours de repos. Mon équipe en remplaçait une autre pour qu'elle puisse avoir ses 2 jours de congé. Nous remplaçons l'équipe du matin pendant 2 jours, puis l'équipe de l'après-midi et enfin l'équipe de nuit. Il était courant de trouver quelqu'un pour te remplacer sur un horaire de travail si vous vouliez un jour de congé supplémentaire, mais le remplaçant devait avoir les mêmes capacités. Une équipe comprenait un foreur, c'est le chef aussi, un derrickman, responsable du derrick et qui guide le foreur, un motorman, responsable moteur, un chain hand, responsable chaîne, et un floor hand, le gars à tout faire. Les gens commençaient par le poste de floor hand et au fur et à mesure qu'ils apprenaient, ils gravissaient les échelons en assumant plus de responsabilités et en recevant un salaire plus élevé. Parfois, lorsque quelqu'un changeait d'entreprise, il pouvait occuper un poste moins élevé. Il était donc courant que quelqu'un ayant des capacités de derrick-hand travaille au moteur ou à la chaîne. En septembre, ma femme m'a demandé si j'avais des chances d'être en congé pour Noël. J'ai vérifié le calendrier et mes jours de congé tombaient le 24 et 25 décembre. Ça, c'est fait. J'ai ces jours de repos. J'ai ensuite décidé d'améliorer les choses. J'ai trouvé un gars qui acceptait de travailler le 22 et 23 décembre pour moi. J'en ai aussi trouvé un autre qui a accepté de travailler le 26 et le 27. J'en ai parlé à mon foreur qui a accepté que je sois remplacé. Avec mes 6 jours de congé, je pouvais parcourir les 600 km pour rendre visite à ma famille. Les choses s'annonçaient bien. Trop bien. Les autres gars de mon équipe étaient dans la même situation, alors ils ont tous essayé de trouver des remplaçants et 2 ont réussi. Malheureusement, le foreur n'avait que 3 autres gars sur la plateforme qui pouvaient le remplacer, et aucun d'entre eux ne voulait l'aider. Il s'est mis en colère et a dit que puisqu'il ne pouvait pas obtenir de congé, aucun d'entre nous ne pouvait en avoir.
Je lui ai rappelé qu'il avait déjà approuvé mes congés, mais il m'a dit que c'était annulé et que si je travaillais pas le 23 décembre, j'étais un honnard de fuyard, renvoyé donc. Je lui ai dit d'accord, je travaillerai le 23, mais ce sera mon dernier jour. Considère que c'est mon préavis de 3 mois. Au travail, il ne s'est pas dit grand-chose pendant les semaines qui ont suivi. En dehors du travail, j'ai fait du réseautage et j'ai trouvé un autre emploi que je pouvais commencer la première semaine de janvier. Tout était prêt. À la fin de mes heures de travail, le 23, j'ai vidé mon casier et j'ai fait mes adieux. Le foreur de mon équipe m'a à peine adressé un regard. Je suis rentré chez moi et j'ai pris la route pour aller voir ma famille le lendemain. J'ai passé une semaine de détente là-bas, puis je suis revenu pour commencer mon nouveau travail. Vers la fin du mois de janvier, je suis allé à l'anniversaire d'un ami. J'y ai vu un de mes anciens collègues. Il m'a demandé quand j'allais reprendre le travail. Le foreur pensait que je boudais et que je reviendrais bientôt en rampant. Il n'avait jamais embauché de remplaçant et cela faisait plus d'1 mois qu'il travaillait avec un homme de moins. Je lui ai donc dit qu'il ferait mieux d'embaucher quelqu'un. Je ne rigolais pas quand j'ai dit que je démissionnais. J'étais sincère. Pire patron de l'univers. Gna gna gna, moi j'ai pas de vacances alors vous en aurez pas non plus. Dirait un gamin qui boude. Genre, il a pas eu son jouet, du coup il casse celui des autres. L'histoire suivante est postée par Jni. Je travaille pour une entreprise de rénovation en Finlande. Mon travail consiste principalement à assurer le service client, à répondre au téléphone et à parler aux clients en personne dans les rares cas où ils se présentent à notre bureau. Environ 70% de tous les appels que nous recevons proviennent des mêmes personnes, qui sont impossibles à satisfaire et généralement très impolies. La femme dont il est question dans cette histoire était l'une des pires personnes avec laquelle j'ai eu le plaisir de traiter. Elle n'était pas du tout raisonnable et se contentait généralement de crier sur moi ou sur mes collègues. Le pire, c'est qu'elle était présidente du conseil d'administration de sa copropriété. Ce qui n'est pas du tout impressionnant, car en général, personne ne veut faire ce travail. Ça ne paie rien, et le conseil d'administration n'est composé que des résidents les plus actifs. Pour une raison inconnue, cela stimule encore l'ego de certaines personnes, au point qu'elles pensent que tout le monde est en dessous d'elles. Allez savoir pourquoi. Ce qui nous amène au fait que je l'ai prise au pied de la lettre. L'immeuble dans lequel elle vit a un grand parking souterrain, et il est dit dans notre contrat que nous devons le laver une fois par an. C'est un gros travail qui dure environ 10 heures si 2 personnes sont dessus. Pourtant, notre société l'a lavé 2 fois par an parce que les parkings souterrains près de celui-ci doivent être lavés 2 fois par an, et personne ne se souvient jamais que ce parking n'est lavé qu'1 fois par an. Environ 1 mois s'est écoulé depuis le dernier lavage, et c'est alors que cet appel téléphonique est arrivé. « Hey, compagnie service client, ici Opi, comment puis-je vous aider ?»« C'est quoi ce bordel ?»« Je ne sais pas exactement de quoi vous parlez, madame. »« Le foutu garage, espèce d'idiot! Il est sale et il salit ma voiture !»« Le contrat stipule que nous devons le laver le garage 1 fois par an et... »« Je me fous de tes excuses à la noix, il faut le laver 2 fois par mois, si vous en êtes capable, bande d'idiots !»« C'est complètement stupide. »« Mais madame, ça va coûter. »« Je m'en fous, bordel, faites-le !» Comme elle avait l'autorité nécessaire pour passer ce genre d'appel, j'ai décidé de prendre sa demande au sérieux. Je sais que c'est absolument ridicule et que ça va lui coûter cher, à un moment ou à un autre. J'ai parlé à mon patron et il m'a donné le feu vert. J'ai confirmé sa demande par mail, parce que je voulais couvrir mes arrières et avoir la commande par écrit. Le lavage d'un parking de cette taille coûte généralement entre 1000 et 1500 € lorsqu'il est intégré à un contrat plus important. Mais comme il s'agissait d'un travail supplémentaire, cela coûtait beaucoup plus cher. Chaque mois, nous leur avons donc facturé environ 5000 € de plus que d'habitude. Je ne sais toujours pas comment, mais il leur a fallu 3 mois pour s'apercevoir que leur coût avait considérablement augmenté. Évidemment, beaucoup d'autres résidents de l'immeuble nous ont demandé pourquoi nous lavions le garage 2 fois par mois maintenant. C'est un gros inconvénient puisqu'ils doivent déplacer leur voiture. Nous avons simplement répondu que c'était une nouvelle politique de la présidente du conseil d'administration. Lorsque le conseil d'administration a fini par s'en apercevoir, il a contacté notre directeur général et moi-même. Nous avons expliqué la situation et Super Relou a essayé de faire toute une histoire en nous traitant de menteurs et autres. J'aurais aimé voir sa tête quand je lui ai envoyé, ainsi qu'à tout le conseil, une copie de mail dans lequel elle avait, avec des termes assez colorés, exigé que nous lavions le parking 2 fois par mois en écrivant « Je me fous des coups, essayez de comprendre, bordel !» Elle a été remplacée au conseil d'administration et n'a plus rien à dire sur les affaires de l'immeuble. La plupart des autres habitants de l'immeuble savent que c'est une super relou. Mes collègues et moi l'adorons. Nous avons préparé une réponse toute faite pour chaque fois qu'elle appelle pour quelque chose d'autre que son propre appartement.
Désolé madame, nous avons été informés que vous n'avez plus rien à dire sur les affaires de l'immeuble. Si toutefois vous avez un problème concernant votre propre appartement, n'hésitez pas à nous recontacter. Cela la rend absolument folle. Je suis presque sûr qu'elle va tuer l'un d'entre nous. Mais ça en vaut vraiment la peine. Là, ces histoires où on te dit « Je m'en fous de combien ça coûte, fais-le parce que je te le dis !» Bah ok, juste je te facture. Forcément ça coûte cher vu que tu fais toujours des demandes extravagantes. Dans les commentaires, on a l'histoire suivante qui est postée par Technos. Un des anciens patrons de mon frère a fait la même chose. Il a manqué tout un après-midi de travail paysager, parce qu'un de ses employés lui avait roulé sur le pied avec une remorque, et le temps qu'il sorte des urgences, il avait quelque chose comme 20 SMS qui l'attendaient. Toutes provenant d'un seul pénible, président d'une toute petite association de propriétaires. Quand il est revenu au bureau, son répondeur était à peu près le même. Des dizaines de messages du président de l'association, dont le point culminant était un message de colère plein d'injures et d'exigences. Monsieur Association de propriétaires voulait que le prochain boulot soit gratuit. Il n'aimait pas la longueur de l'herbe, même quand elle avait été coupée. Les haies devenaient hirsutes, etc. Et puis le coup de pied dans la fourmilière. J'attends de vous que vous soyez là dès le matin pour tout remettre en état, et je me fiche que vous deviez faire venir des gens tous les jours de la semaine pour que ça reste exactement comme ça. Qu'est-ce qu'il a fait ? Il a rangé la cassette du répondeur dans un tiroir et a programmé une équipe pour tondre et tailler tous les jours. À la fin du mois, la facture qu'il a envoyée, 1700 $ au lieu de 250, a fait péter les plombs à la trésorière de l'association, qui s'est même présentée à son bureau. Il lui a alors fait écouter la cassette. Ah, j'adore ces histoires où les gens ont exactement ce qu'ils ont demandé. L'histoire suivante est postée par Can3GXW. Je travaillais pour une petite entreprise, une 60aine d'employés répartis sur plusieurs sites. Je m'occupais de l'assistance informatique pour le matériel, ordinateur portable, téléphone et les logiciels. Lorsque j'ai été embauché, il y a un peu moins de 9 ans, il a été convenu verbalement qu'au lieu de comptabiliser les astreintes comme des heures supplémentaires, je prendrais simplement des heures de repos. Les appels ont toujours été minimes, il n'y a jamais eu de problème avec le fait que je prenne du temps ici et là pour compenser. Tout appel au milieu de la nuit était rapidement résolu et je n'avais aucun problème pour me rendormir. Les rendez-vous en milieu de journée ne posaient pas de problème en raison des heures de repos accumulées. Cela a bien fonctionné pendant presque tout le temps que j'ai passé là-bas. Je commençais toujours tôt, selon l'heure à laquelle je quittais la maison, j'entrais au bureau, prenais mon café. Cela pouvait aller de 5 à 30 minutes parce que je quittais la maison plus tôt pour ne pas réveiller la famille s'il n'y avait pas école ce jour-là. Je m'en souciais pas à ce moment-là, cela ne m'a jamais dérangé. Je leur donnais du temps libre, mais encore une fois, je ne m'en souciais pas, parce qu'honnêtement, qu'est-ce que j'avais d'autre à faire ? C'était un travail formidable, jusqu'à ce qu'il ne le soit plus. Un week-end, j'ai travaillé à la maintenance du matériel, qui m'a pris la majeure partie du dimanche. Cela a été compris, approuvé à l'avance, et apprécié. La semaine suivante, j'ai décidé de commencer à brûler ces heures supplémentaires. J'arrivais toujours plus tôt, comme je le faisais depuis des années, mais j'ai commencé à partir 1 heure plus tôt que mon heure de fin habituelle, chaque jour, s'il ne se passait rien. C'est important, si quelque chose devait être fait, je le faisais. J'étais joignable par mail jusqu'en début de soirée, et par téléphone pratiquement 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. Cette semaine-là, il n'y avait pas beaucoup de travail, et je n'avais donc rien à faire. Je suis parti 1 heure plus tôt, les 4 premiers jours. Le vendredi, mon patron vient me voir et me dit gentiment « Les gens ont remarqué que tu partais tôt cette semaine. J'aimerais que tu t'assures de rester dans ton bureau jusqu'à la fin de ton service, au cas où quelqu'un aurait besoin de toi. » Je lui ai expliqué que je brûlais des heures de repos et il m'a juste répété que ça fait mauvais effet auprès des autres. Sérieusement, tu peux pas dire aux autres que je travaille mes 40 heures par semaine, mais pas en même temps qu'eux ? Très bien, c'est parti pour te prendre au mot. J'ai immédiatement soumis une requête pour être payé les 4 heures sup que j'avais faites et que j'avais pas pris sous forme de repos. J'arrivais au bureau à l'heure à laquelle j'arrivais, mais je ne commençais à travailler qu'à partir de 8 heures du matin. Si on me le faisait remarquer, je répondais « Bien sûr, je commence à 8 heures ». Si on m'appelait en dehors des heures de bureau, selon le temps que je passais sur le problème, je l'enregistrais comme des heures supplémentaires. Un utilisateur m'appelle à 19 heures pour me poser une question, je lui réponds en 30 secondes. 1 heure d'heure supplémentaire. Lorsque mon patron a ensuite commencé à me demander « Comment se fait-il que tu soumettes toutes ces heures supplémentaires ?», j'ai répondu par un simple « Certaines personnes ne comprennent pas ou n'aiment pas que je prenne des heures de repos. Alors j'ai besoin de les déclarer comme des heures supplémentaires puisque je suis à mon bureau de 8h à 16h. » Comme je n'étais pas disponible à sa demande, cela a fini par leur coûter plus d'argent.
95% de mon travail pourrait être fait chez moi grâce à un accès à distance complet. Mais cette mentalité stupide de la vieille école signifie que les gens du bureau ont besoin de te voir à ton bureau toute la journée. J'ai quitté l'entreprise très peu de temps après pour un emploi beaucoup mieux payé et en télétravail. Connaissez votre valeur. Dommage pour eux, tant mieux pour toi. L'histoire suivante est postée par Dragonfire Kitten. J'ai travaillé dans un atelier dirigé par un bon patron. Tout le monde s'entendait bien, sauf l'un des chefs de service, appelons-le Bi. Pour des raisons qui n'ont rien à voir avec cette histoire, le patron a décidé de vendre l'atelier à Bi, et dans la foulée, la majorité du personnel a démissionné en l'espace de quelques mois, nous laissant en sous-effectif. J'ai naïvement décidé de tenir le coup, et j'ai supposé que Bi embaucherait des gens pour combler les postes vacants, mais ce n'est pas le cas. Nous sommes passés d'un atelier de 15 personnes à un atelier de 5 personnes, en l'espace de 1 an. Et cela inclut les 6 personnes qui n'ont pas fait une année entière. L'un des nombreux problèmes qui se sont développés, et il y en a eu beaucoup, était l'incapacité de Bi à planifier. Pendant que je travaillais là-bas, les 2 années passées avec le patron, j'arrivais souvent 10 à 15 minutes à l'avance, en raison de la nature de mon trajet. J'arrivais, je déchargeais mes affaires, je faisais du café, je bavardais avec mes collègues, je discutais avec mon patron, mais nous ne commencions jamais vraiment à travailler avant l'heure de début prévue de chacun. Lorsque Bi a pris le relais, dès que tu entrais dans l'atelier, Bi commençait immédiatement à t'aboyer des ordres, même si tu étais dans le bâtiment avec 15 ou 20 minutes d'avance. La plupart du temps, c'est parce que Bi était pressée de faire quelque chose et qu'elle s'en souvenait. Lorsque je faisais remarquer que, techniquement, nous n'étions pas encore sur nos heures pour les 15 à 20 prochaines minutes et que je voulais faire du café, Bi se mettait à aboyer en disant de le faire tout de suite parce que un tel arrivait juste à l'heure d'ouverture. J'ai donc commencé à attendre dans ma voiture, en apportant mon café de la maison, et je ne franchissais la porte qu'à la dernière minute. Techniquement, je n'étais jamais en retard au travail, et j'étais prêt à travailler dès que je franchissais la porte. Je ne sais pas si Bi a compris, mais le reste du personnel l'a fait et a suivi le mouvement, puisque je leur ai dit de le faire. Pendant les mois qui ont suivi, tous mes collègues se présentaient encore souvent en avance au travail, mais ils attendaient tous dans leur véhicule. À un moment donné, l'un d'entre eux avait une mini-fourgonnette et nous faisions tous la fête à l'intérieur avant d'entrer en groupe dans l'atelier. Chaque fois qu'une nouvelle personne se joignait au groupe parce que quelqu'un avait démissionné, nous l'avertissions de ce qui allait se passer. Cela fait plusieurs années que je n'y ai pas travaillé, je ne connais aucun des employés actuels à part Bi. Il se trouve que j'étais en train de faire une installation sur place à proximité de l'heure d'ouverture de l'atelier, et j'ai regardé le parking devant l'atelier. Comme une horloge, 1 minute avant l'ouverture, environ 6 personnes sont sorties de leur véhicule et se sont dirigées vers l'atelier. Je ne travaille peut-être plus là-bas, mais c'est bien de voir que ma résistance existe toujours. C'est pas parce qu'on arrive en avance qu'il faut se mettre à bosser tout de suite. On est payé pour un nombre d'heures, on travaille le nombre d'heures qu'on est payé. Parce que si jamais vous partez 10 minutes plus tôt parce que vous êtes arrivé 10 minutes plus tôt, il y a des patrons qui vont chipoter. L'histoire suivante est postée par Irritating Farcar. J'ai travaillé pour une compagnie des eaux pendant 25 ans, et j'étais dans l'une de leurs équipes de réparation les plus productives, jusqu'à ce que le nouveau directeur, appelons-le Monsieur Numbnuts, prenne son poste. Nous avions un roulement mensuel où vous êtes d'astreinte 1 semaine sur 4 pour les réparations d'urgence, en dehors des heures de travail. Le jour en question, j'ai commencé à travailler à 7h30 un vendredi, et j'ai terminé à 3h15 le samedi matin. J'arrive au travail le mardi matin et Monsieur Numbnuts m'appelle au bureau pour m'informer que, d'après le système de suivi de mon véhicule, j'ai quitté le chantier à 13h12 et non à 13h15, ce qui constitue une tentative de fraude envers la société. Il m'a dit qu'il me faisait savoir que je pouvais être licencié pour cela. Alors je fais exactement ce qui est écrit dans mon contrat. J'ai dit que si nous devions être aussi mesquins, il pouvait me retirer de la liste des personnes à contacter en cas d'urgence pour prendre un service supplémentaire, et que je ne commencerai pas non plus 20 minutes plus tôt chaque jour, que je me pointerai désormais à 7h30 précise, et que je partirai à 17h30 précise, sans aucun écart, et que tu pourrais expliquer à tes patrons pourquoi la productivité est en baisse et que tu as du mal à obtenir une couverture pour les urgences. Nous verrons alors à quel point tes 3 minutes sont importantes alors qu'elles coûtent de l'argent à l'entreprise. J'ai été loin de me douter à l'époque que le travail de ce type était lié à une prime et à notre productivité, qui s'est effondrée par la suite, parce que toutes les autres équipes ont suivi mon exemple, à l'exception des équipes de Lèchebot évidemment. 3 semaines se sont écoulées et c'est une catastrophe absolue au service client qui reçoit des plaintes concernant les travaux qui n'ont pas été effectués dans les temps. Ma productivité a chuté de 7 travaux par jour à 4. Et Monsieur Numbnuts est convoqué par ses patrons pour essayer d'expliquer ce qui se passe.
Il a essayé de raconter des âneries, comme quoi j'avais monté tous les gars contre lui sans raison et que c'était le résultat. Il était loin de se douter que j'avais formé son patron lorsqu'il avait commencé à travailler pour l'entreprise 15 ans auparavant et qu'il voulait venir découvrir ce que nous faisions et constater à quel point le travail est difficile. Quoi qu'il en soit, le patron m'appelle pour savoir ce qui se passe vraiment. Je lui explique alors qu'il a utilisé le tracker pour contrôler l'heure à laquelle j'ai quitté le chantier et que j'ai estimé mon heure d'arrivée, mais je l'ai surestimé de 3 minutes parce que j'étais complètement crevé après avoir fait un service d'astreinte infernal. Conclusion, le directeur a été licencié pour mauvaise utilisation du système de suivi, car il n'est censé être utilisé que pour les urgences et non pour le contrôle. Et notre système d'astreinte a été revu pour réduire le nombre d'heures que nous devions travailler. C'est marrant comme les patrons se plaignent toujours que tu arrives avec 3 minutes de retard ou que tu partes 3 minutes plus tôt, mais si jamais tu fais du rab en partant plus tard ou en commençant plus tôt, là ils disent rien. Ils vont pas non plus te dire que « Oh, tu es arrivé plus tôt, je vais te payer le temps où tu es arrivé plus tôt. » Non. L'histoire suivante est postée par Sufficient Forever. Il y a une dizaine d'années, je suis allé à un concert à 1 heure de chez moi, à Indianapolis. J'ai décidé de passer la journée à visiter plusieurs musées et endroits de la ville. À chaque fois, je paye le parking pendant 2 heures environ, puis je me promène dans le quartier. Finalement, je me suis garé près de la salle et j'ai payé le stationnement jusqu'à ce qu'il soit gratuit. Au total, j'ai probablement payé 40 à 50 $ pour le stationnement tout au long de la journée. J'ai apprécié le concert, mais je suis revenu avec une amende sur ma voiture. Je me dis, c'est bizarre, mais je suis fatigué et je pense que c'est une erreur. Mais je décide quand même de prendre des photos de ma place de parking, les places d'à côté étant occupées, et de tous les panneaux de signalisation, puis je rentre chez moi pour la soirée, en me disant que je réglerai cela le lendemain matin. Le lendemain matin, j'examine l'amende, la photo de ma place et mon ticket de parking. L'amende ne correspondait pas à l'emplacement de ma voiture, et mon ticket montre que j'avais un stationnement valide au moment de l'amende. Je conteste donc en pensant que ce sera facile, qu'il est évident qu'une erreur a été commise. La contestation a été refusée. L'amende concernait la place qui n'a pas été payée, donc elle a été maintenue. J'ai appelé le bureau et la dame m'a dit qu'il n'avait pas fait d'erreur, puisque mon ticket montrait que j'avais payé pour la place Y et que l'amende était pour la place X. J'ai demandé s'ils avaient regardé la preuve photo que ma voiture était à la place Y, celle que j'ai payée. Elle m'a répondu « Vous auriez pu déplacer la voiture ». Notez que le ticket de parking comprenait mon numéro de plaque d'immatriculation et tout le reste. Je lui ai fait remarquer qu'il y avait des voitures sur les places à côté de la mienne, et que toute la rue était pleine à cause du concert. Et honnêtement, je ne pense pas qu'ils aient pris la peine de regarder la photo. Même si cela n'avait pas été le cas, j'avais la preuve que cette plaque d'immatriculation avait une place de parking payante. Quoi qu'il en soit, rien à faire. À ce stade, je me sens mesquin pour cette contravention de 25 $. J'ai donc appelé Visa et j'ai demandé si je pouvais rétracter le montant que j'avais payé pour le temps que j'avais passé à stationner, puisque cela ne comptait pas. J'ai présenté toutes les preuves et tous les documents à Visa. Visa, dans ce qui est la meilleure chose qu'ils aient jamais faite, a convenu que si mon ticket de stationnement et mon numéro de transaction ne prouvaient pas que j'avais payé pour le stationnement, il est clair que j'avais payé pour un service que je n'avais pas reçu. Et ils ont étendu ma demande initiale d'annulation de la seule transaction pour inclure toutes les places de stationnement que j'avais payées par le biais du système ce jour-là, d'une valeur supérieure à celle de l'amende de stationnement. Ils ont ensuite déposé une plainte officielle en mon nom, accompagnée d'une lettre expliquant pourquoi ils me remboursaient. Je n'aurais pas été aussi satisfait si je n'avais pas passé la journée à jouer aux touristes dans la ville et à accumuler une grosse facture de stationnement avec le même vendeur. Ils sont quand même sacrément de mauvaise foi, ils ont une photo pour leur prouver que l'amende n'est pas valide et ils essaient quand même de la faire passer. S'il y a moyen de te raqueter 2 fois, pourquoi se gêner? L'histoire suivante est postée par Troikos. Bon, pour commencer. Je suis membre du personnel navigant, un steward. Je fais ce métier depuis plus de 10 ans. Si un problème survient au cours de ma journée de travail, je me plie en 4 pour satisfaire les gens si je le peux. Cependant, il y a malheureusement une poignée de personnes qui sont malhonnêtes pour essayer d'obtenir ce qu'elles veulent. De fausses blessures pour essayer d'être surclassés, de faux anniversaires, tout ce que vous voulez. Les gens ont essayé, et croyez-moi, j'ai eu des tas de scénarios où les gens essayaient de profiter du système parce qu'ils se sentaient spéciaux, ou qu'ils pensaient pouvoir m'avoir, je suppose. Laissez-moi vous parler d'un faux végétarien que j'avais à bord. Il volait en classe économique, dans l'avant-dernière rangée. Il voulait l'option pâtes. Je me suis excusé et je lui ai dit qu'en raison de la demande populaire, nous n'en avions plus depuis le milieu de la cabine, mais que nous avions l'option poulet à la place s'il le voulait. Sans perdre de temps, il m'a dit « Je suis végétarien. La dernière fois, ils m'ont apporté un repas de la classe à faire, alors je vais attendre ça. »
C'est quelque chose que j'aurais offert de toute façon par gentillesse, si c'était possible, car je ne suis pas un knarr et j'aime vraiment aider les gens si je le peux. Après tout, c'est un 747, pas un 7-Eleven comme on dit. Quoi qu'il en soit, la façon dont il s'attendait à ce que ce soit le cas dès le départ, avant même que je puisse proposer une solution, m'a laissé un arrière-goût amer dans la bouche. J'étais sûr à 99% d'avoir récupéré un paquet de chips au bacon fumé vide qu'il m'avait donné plus tôt. Et non, ce n'était pas une marque végétarienne, car je mange les mêmes à l'occasion. J'étais certain qu'il faisait la fine bouche et qu'il voulait un repas de meilleure qualité. De plus, tout voyageur régulier sait que nous manquons souvent d'options végétariennes et qu'il faut commander à l'avance un repas végétarien. Je lui ai dit « C'est dommage que vous n'ayez pas commandé à l'avance un repas végétarien, mais je vais voir ce que je peux faire pour vous. Donnez-moi juste 5 minutes pour finir de distribuer les repas. » Bref, je suis monté en classe affaires. Il n'y avait plus d'options végétariennes non plus. Je suis donc allé en première classe et j'ai demandé s'il pouvait me donner quelque chose. Nous avons fini par mettre quelques feuilles ensemble avec un peu de vinaigrette. Ils dépensent des milliers de livres de plus là-haut, et peuvent dîner à tout moment. Alors ils ne voulaient pas que j'emporte l'une des options chaudes veggie, au cas où quelqu'un en voudrait plus tard. C'est normal ? Puis j'ai pensé, je pourrais sans doute m'amuser un peu avec ce faux végétarien. S'ensuit la conformité malveillante. J'ai redescendu la composition sur un plateau d'argent, et je l'ai tenu au-dessus de sa ligne de mire pour qu'il ne puisse pas voir ce que c'était. J'ai expliqué que l'option végétarienne de la classe affaires était malheureusement épuisée. Puis il a voulu me couper la parole pour se plaindre, mais j'ai levé la main et j'ai dit « Cependant, j'ai réussi à faire mieux, et j'ai obtenu le dernier repas végétarien de la première classe. » Puis j'ai retiré la nappe de lin du dessus du plateau en déposant la salade devant lui. C'était vraiment une salade très basique, mais grande, et son visage en disait long. Son visage est passé d'un air suffisant « Ah ah, j'ai profité du système » à « Qu'est-ce que c'est que ça ?» en l'espace de 2 ou 3 secondes. Il a ensuite dit « Je voulais quelque chose de chaud, je vais prendre le poulet alors !» J'ai pris un visage choqué, j'ai dit « Je peux pas vous donner ça, monsieur, je me sentirais mal !» Il a répondu par « Ne vous inquiétez pas pour ça, c'est bon. » Je lui ai lancé un regard « Vous êtes sûr que vous êtes végétarien ?» Et j'ai ramené le poulet, qui avait déjà séché un peu plus longtemps dans le four. Bon appétit. C'est dommage qu'il restait du poulet, même s'il a séché. J'aurais bien aimé qu'il ait pas d'autre choix que de manger cette salade, après avoir été aussi suffisant envers le personnel navigant. Et je comprends l'arrière-goût amer dont il parle. Quand t'as quelqu'un qui se comporte comme ça, t'as vraiment pas envie de l'aider. L'histoire suivante est postée par Crackbar. Pour le contexte, une partie de mon travail consiste à prendre les appels du public pour offrir différents types d'assistance, qu'il s'agisse d'assistance technique ou d'aider les gens à trouver les services dont ils ont besoin dans notre comté. Mon équipe se compose de moi et d'une autre personne. À nous deux, nous devons couvrir la période de 7h30 à 19h, du lundi au vendredi, ainsi que les week-ends. Pour cette raison, et parce que la société ne veut pas investir dans un système qui met les appels en attente pour nous, nous ne pouvons prendre qu'un seul appel à la fois. Notre boîte vocale indique clairement que nous sommes une petite équipe, mais si tu laisses ton nom et ton numéro, nous nous efforçons de te rappeler dans les 5 minutes. Normalement, les gens sont plutôt compréhensifs et sont heureux d'attendre que nous les rappelions. Mais comme le monde est plein de knards impatients, nous recevons souvent des messages vocaux qui nous critiquent. C'est ce qui s'est passé aujourd'hui. Je voulais réagir de cette façon depuis longtemps et j'en ai enfin eu l'occasion. Voici la conversation suivante entre moi et une knasse. Sur le répondeur. C'est fichtrement ridicule, on m'a dit d'appeler ce numéro, mais c'est quoi le fichu intérêt de dire aux gens d'appeler s'il y a personne pour répondre au téléphone? L'aimable personne appelle à nouveau. Bonjour, vous êtes bien au service de nom de l'entreprise. Au pied à l'appareil, que puis-je faire pour vous? Oh, alors maintenant vous répondez au téléphone. Quel est l'intérêt d'avoir un numéro si vous ne répondez fichtrement jamais au téléphone? Ah, vous nous avez laissé un message. Je viens de l'écouter, mais malheureusement vous n'avez pas laissé de coordonnées, et je n'ai donc pas pu vous rappeler. Merci d'avoir rappelé. Comment puis-je vous aider? Tu devrais répondre à tous les appels qui te parviennent. Malheureusement, il n'y a que 2 personnes dans mon équipe, moi y compris, et il n'y a généralement qu'un seul d'entre nous à la fois. Alors si je répondais à tous les appels, je serais obligé de mettre les gens en attente, et cela me semble vraiment pas juste. Quoi qu'il en soit, vous êtes en ligne pour l'instant, et je suis heureux de vous aider du mieux que je peux. Tu peux m'aider en faisant ton travail et en répondant au téléphone quand il sonne. À ce moment-là, je me dis « Allez vous faire mettre, madame !» Alors tant pis, j'obtempère. Ok, bien sûr. Je suis désolé de vous avoir ennuyé. Je ferai en sorte de répondre au téléphone chaque fois qu'il sonnera. Maintenant, comment puis-je vous aider? Elle commence à décrire son problème. Le téléphone sonne.
Oh, je suis désolé, le téléphone sonne, je vais devoir vous mettre en attente. En attente. J'aide ensuite la personne qui appelle, en prenant tout mon temps. Je me surpasse pour faire patienter l'autre lope. Et puis, c'est bien d'aider les gens. Je reprends la CNAS qui était en attente. Merci pour votre patience, vous disiez ? Comment osez-vous me mettre en attente, surtout ? Oh, je suis désolé, le téléphone sonne, je vais devoir vous mettre en attente. Vous pouvez voir où cela nous mène. Je crois que j'ai réussi à tenir 15-20 minutes avant qu'elle ne raccroche. Et j'en ai pour les 10 prochaines heures. J'espère vraiment qu'elle rappellera. Ah, faut toujours faire attention à ce qu'on demande, et ça coûte rien d'être gentil. L'histoire suivante est postée par Outrun Radio. Je travaille pour une petite entreprise dans le commerce en tant que chef de service informatique, aka la seule personne en charge de l'informatique. Honnêtement, ce travail est assez génial. Je suis bien payé, j'ai des avantages, et je peux aller et venir à ma guise dans la limite du raisonnable. Les deux personnes à qui je dois rendre des comptes sont le vice-président et le directeur général, et comme d'habitude, ils ne connaissent rien à la technologie et me laissent généralement tranquille parce que je fais bien mon travail et que tout se passe bien. Comme il s'agit d'une petite entreprise, beaucoup d'entre nous ne prennent pas de vacances, en raison A, de la création de l'entreprise, et B, du fait que nous n'avons pas de remplaçants pendant nos absences. Mais après 2 ans sans vacances, nous sommes aux États-Unis, ma femme me convainc d'utiliser les congés qui me sont accordés pour décompresser et de prendre une petite escapade d'1 semaine. J'en parle au vice-président et il me donne le feu vert pour prendre ses congés, à condition que je mette tout en ordre et que j'enseigne un peu aux autres membres du personnel en cas d'urgence. Cool, c'est facile. C'est alors qu'entre en scène Dot, le directeur des opérations de terrain. Un homme qui est un chien d'attaque pour le vice-président sans aucune raison, car le vice-président n'est rien d'autre que poli et raisonnable. Dot adore donner du fil à retordre à tout le monde, ajouter des étapes aux tâches pour donner l'impression qu'il fait partie du processus, rappeler à tout le monde à quel point il est un patron pour le reste de la direction et me traite d'intello dès qu'il en a l'occasion. Il est juste de dire que je n'aime pas du tout le Dot. Après avoir fait le tour des autres membres du personnel, c'est au tour de Dot de faire quelques terrifiants apprentissages informatiques. Dot refuse de paraître faible en toutes circonstances et devient très agressif lorsqu'il apprend de nouvelles choses parce que « je suis le patron, je sais déjà ça ». En plein apprentissage, il lui vient à l'esprit de demander pourquoi il doit apprendre ces choses de toute façon. C'est moi l'intello, et c'est mon travail de le faire. Je lui explique que je pars en congé 1 semaine et que tout cela n'est qu'une mesure de précaution. Cela inquiète Dot car il va devoir retenir des informations, répondre à des questions et faire quelques petits dépannages. La conversation s'est déroulée comme suit, et j'aimerais pouvoir vous dire que ce type n'est pas aussi stupide que ça, mais c'est le cas. Qui a approuvé tes vacances ? Le vice-président l'a fait, tant que je pouvais vous mettre à l'aise avec quelques petits travaux de maintenance. Il n'y a que moi pour approuver les vacances, je suis ton patron. Note complémentaire, il fait tellement ça que le vice-président a écrit la hiérarchie sous forme de tableau, et que nous avons tous une copie numérique sur nous pour lui rappeler de qui il est en fait responsable. Vous ne l'êtes pas, et je lui montre le tableau. Bon, d'accord, mais tu es salarié, donc tu dois travailler pendant tes vacances. Tu emmèneras ton ordinateur portable et ton téléphone professionnel avec toi. Quand vous êtes en vacances, vous dites clairement que vous êtes injoignable et qu'on ne peut pas vous déranger, même en cas d'urgence. C'est parce que je vais dans des endroits où il n'y a pas de réseau, et à moins que tu ailles à la montagne, tu dois travailler, tu es salarié. Et c'est parti pour le prendre au mot. Juste pour être clair, si je vais dans un endroit sans réseau, on ne s'attend pas à ce que je travaille, n'est-ce pas ? C'est exact, mais tu es un intello et tu ne fais rien en plein air. Super, merci d'avoir éclairci ce point. Avance rapide, 3 semaines plus tard, et c'est la période des vacances. Tout est bien organisé, les gens acceptent que je m'absente pour la semaine et m'encouragent tous à me déconnecter. Un de mes proches collègues est au courant de la conversation que nous avons eue, Dot et moi, et il me demande ce que je compte faire pour remédier à la situation. 1. Ma femme et moi avons loué une cabane dans les bois, à 2 heures de la ville la plus proche, et il n'y a pas de réseau. 2. J'ai mis en place un système de réponse automatique par mail qui transfère toutes les questions et préoccupations informatiques à Dot, car c'est le patron, il sait. 3. Laisser le téléphone du travail sur le chargeur dans mon bureau avec la sonnerie allumée, la porte verrouillée pour qu'il l'entende et la messagerie vocale modifiée pour que Dot devienne l'informaticien pour la semaine. Le collègue aime tellement l'idée d'inonder Dot de questions auxquelles il ne peut pas répondre qu'il demande à d'autres collègues de s'en mêler. Au milieu de la semaine, un collègue m'appelle pour me donner des nouvelles. Dot perd la boule.
Il n'arrive pas à répondre aux demandes d'aide et n'a pas pris la peine de mémoriser les tâches simples que je lui ai montrées. Il fait donc ce que tout bon patron fait. Il demande à prendre des vacances jusqu'à ce que je revienne. La retraite est toujours une option. Rien n'est plus criant pour un chef que de battre en retraite. Ce n'est pas une faiblesse ou un échec s'il n'est pas là. Mes collègues ont réussi à se débrouiller, et Dot a eu ses 3 jours de vacances malheureusement. Après la semaine de congé, on m'a convoqué au bureau du vice-président pour rattraper le temps perdu et remettre les choses sur les rails. Le vice-président a manifestement entendu parler des difficultés auxquelles Dot a dû faire face en mon absence, et a ri du fait que je le prenne au mot, ce qui est surprenant. Le vice-président a conclu un accord avec moi pour l'avenir, puisqu'il lui a été clairement indiqué que personne d'autre ne savait comment faire mon travail. Je peux partir en vacances où je veux, à condition d'apporter mon ordinateur portable et mon téléphone et de les vérifier une fois par semaine. Ils me rembourseront mes vacances pour ce jour-là, même si je ne travaille que 5 minutes. J'ai accepté, mais en demandant à Dot d'apprendre certaines de mes tâches, au cas où. Le vice-président a accepté. Maintenant, je donne 1 heure de cours par semaine à un chef de service très hargneux. Après tout, c'est le patron, il doit savoir. Bah alors comme ça c'est le patron et il sait pas? C'est étonnant. L'histoire suivante est postée par Annie Phoenix. Pour le contexte, je vis en Europe dans un pays non anglophone. J'ai toujours été passionné par les langues et depuis le divorce de mes parents, l'anglais et tout ce qui s'y rapporte, musique, films, internet, ont été mon échappatoire. Si bien que je parlais couramment l'anglais avant la plupart de mes camarades de classe et j'ai donc obtenu mon niveau C2, examen qui atteste qu'on parle couramment, à l'âge de 18 ans. Dans mon pays, les lycées sont en fait des universités de premier cycle et se terminent à l'âge de 19 ou 20 ans. Le problème que rencontrent presque toutes les écoles publiques, c'est que les professeurs de langue sont terribles. La plupart d'entre eux sont d'anciens professeurs de russe qui n'ont reçu qu'une formation minimale en anglais ou d'autres langues. De plus, comme mon pays est petit et que personne ne peut raisonnablement espérer utiliser notre langue à l'étranger, nous mettons énormément l'accent sur les études de langue, à tous les niveaux de l'éducation. Et c'est souvent ce dont les écoles se vendent pour devenir plus prestigieuses. Bref, assez de contexte. Très tôt, ma dernière prof d'anglais au lycée et moi avons démarré sur le mauvais pied. Le premier test qu'elle nous a fait passer est revenu tout rouge à cause de mots qui ne sont pas dans le manuel. L'horrible professeur m'a fait subir cela pendant toute la durée des 2 dernières années. Elle prenait mes essais et mes tests et rayait tout mot, phrase ou structure qui ne figurait pas dans le manuel que nous utilisions. J'ai maintenu que je n'irais pas jusqu'à apprendre le vocabulaire du manuel par cœur, juste pour me souvenir des synonymes que j'avais le droit d'utiliser, juste à cause des pitreries de l'horrible professeur. J'ai réussi à garder un A pendant 3 trimestres parce qu'elle ne pouvait rien noter sur ma grammaire. Le dernier trimestre, cependant, horrible professeur a appris que je souhaitais aller à l'université pour faire des études anglophones, une spécialisation pour laquelle sa fille n'avait pas été acceptée. Elle m'a dit cela pour expliquer pourquoi je ne peux jamais espérer être accepté au début de ce trimestre, et qui, parmi une douzaine d'autres choses, exigeait de bonnes notes, voire des notes parfaites, lors des cours de langue au lycée et n'acceptait que 5% des candidats. Horrible professeur était bien décidé à me faire échouer. Elle m'a commencé à me donner les devoirs les plus stupides et des tests supplémentaires pour mauvais comportement en classe. Avoir fini plus tôt et fixer un mur en silence, ce qui m'obligeait à marquer la position exacte de Disneyland sur cette carte aveugle A4 des États-Unis. Citation exacte dont je me souviens encore après toutes ces années. Et d'autres bêtises du même genre. Pour ceux qui se posent la question, une carte aveugle, c'est ces cartes blanches avec juste la forme du pays. On pouvait voir qu'elle était tellement satisfaite de me voir échouer à ses tests qu'elle avait un sourire en coin à chaque fois qu'elle distribuait les résultats. À ce moment-là, j'ai représenté l'école aux Olympiades de langue pour l'anglais et l'espagnol. Elle n'en savait rien parce que c'était organisé par un autre professeur de langue. Et même si le principal en a fait toute une histoire, horrible professeur n'était manifestement pas intéressé. J'ai obtenu la 3e place dans le district de la capitale en espagnol et la 6e place à l'échelle nationale en anglais. Je ne l'ai pas mentionné pour me vanter. Ok, peut-être un peu, mais pour m'en servir plus tard. À la fin du trimestre, elle a fait tomber ma note à un C-. Attention, toute la grammaire avait encore des A, mais ces cartes aveugles des attractions touristiques avaient fait des ravages. Je suis allé la voir pour la raisonner, mais sa réaction a été la suivante. Si tu penses qu'un autre professeur proposerait une note différente, prends tous tes documents et va voir un de mes collègues, mais je crois qu'il est clair pour tout le monde que tu ne mérites pas mieux. C'est ce que j'ai fait, j'ai pris tous mes documents. Les foutues cartes aveugles, les tests de grammaire, mon certificat C2 vieux d'1 an et mon diplôme de 6e. Je suis allé voir le professeur qui organisait les concours et je lui ai expliqué ma situation. Elle était furieuse.
Elle a porté l'affaire devant le principal, et même si j'attendais à l'extérieur, je l'ai entendu crier sur horrible professeur. « Vous essayez de faire échouer l'élève qui nous représentait au niveau national des concours ?» Il s'est également avéré qu'avec le C2, j'avais, à ce moment-là, un niveau d'anglais plus élevé que celui de horrible professeur. J'ai obtenu mon A, je suis entré à l'université et j'adore cet endroit. J'ai également créé ma propre école de langue où, en plus d'enseigner la langue à quiconque est intéressé, j'aide les enfants dont les professeurs de langue sont incompétents et ou crétins assoiffés de pouvoir. Ce qui m'a poussé à écrire ceci, c'est de passer devant le lycée la semaine dernière et de rencontrer horrible professeur. Elle s'est comportée comme si nous avions toujours été les meilleurs amis du monde. Quelques-uns de mes élèves sont aussi ses élèves, alors elle me connaît. Elle m'a serré dans ses bras devant les lycéens présents et s'est exclamé que si j'étais arrivé là où j'étais, c'était grâce au travail acharné qu'elle avait fait pendant ses cours. Je suis encore furieuse de ne pas avoir eu le courage de l'engueuler à ce moment-là. Eh bah ta prof c'est une belle hypocrite, et c'est étonnant qu'elle se soit pas fait virer parce qu'il y a quand même la preuve qu'elle modifie les notes des élèves en leur donnant des devoirs bidons quoi. Puis bon, cette prof là elle est pas là par passion parce qu'elle a envie d'enseigner et d'entraîner les autres gens vers le haut hein. C'est quand même dommage qu'un professeur fasse ça. T'as un élève qui te montre qu'il a plus de connaissances que ce qui est attendu dans le cours, et plutôt que de le féliciter et d'essayer de l'encourager à poursuivre là-dessus, t'es en train d'essayer de le rabaisser à un niveau qui est le niveau de la classe. C'est dommage, il est devant, laisse-le devant à la limite si t'arrives pas à l'aider à aller plus loin, mais le tire pas en arrière. N'hésitez pas à partager pour aider à faire grandir la chaîne, à laisser un like si la vidéo vous a plu, à vous abonner et à activer la cloche pour pas rater les prochaines. C'était le compteur, on se retrouve bientôt pour de nouvelles histoires.